dès lors qu'il y a un problème qui surgit. Là, le fait d'avoir rédigé un contrat seul ou le fait de faire signer un contrat ou autre, bon, si on n'a pas prévu les conséquences, si on n'a pas mis les bonnes clauses, le jour où il y a un problème, on n'est pas protégé. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Lydia. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans notre émission Ambition. Tu es avocat en droit des entreprises et tu as cofondé BVA, donc c'est Binisti, Karine, le nom de ton associé, Vartagnan, ton nom de famille, et avocat. Pour démarrer, Pierre-Henri, j'ai envie de te demander ta définition de l'ambition, puisque c'est le titre de notre émission. Comment tu envisages l'ambition au quotidien, dans ton activité ? Alors pour moi, l'ambition, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. On pourrait avoir cette image de l'ambition, de la fin justifie les moyens et de quelqu'un qui est prêt à écraser les autres pour parvenir à ses fins. Pour moi, l'ambition, c'est plutôt quelque chose de positif, mais sans que ce soit trop démesuré. L'ambition, pour moi, c'est avoir un projet en tête et se donner les moyens pour y arriver, tout simplement. J'ai pour ambition de m'améliorer tous les jours, j'ai pour ambition d'augmenter la taille du cabinet, de développer, d'avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, sans pour autant vouloir écraser les autres, tirer mon épingle du jeu. Et ça veut dire que tu es attentif à l'éthique. C'est important pour toi de ne pas, faire des choses qui ne sont pas tout à fait loyales, des choses qui ne sont pas correctes, respectueuses vis-à-vis de tes confrères ou tes consoeurs. L'éthique, pour toi, c'est important ? Alors l'éthique, c'est très important et en plus, comme je suis avocat, c'est une profession réglementée, donc je suis soumis à une déontologie. J'ai prêté serment il y a bientôt 10 ans, donc on est quand même on a des valeurs qui nous accompagnent, on doit travailler avec conscience, probité, intégrité. On n'est pas censé travailler de manière malhonnête, donc oui, c'est quelque chose, pour moi, l'éthique, la morale qui m'importe au quotidien, de travailler dans de bonnes conditions. Alors à Marseille, vous êtes 2400 avocats. Oui. Tu penses que c'est beaucoup ? Tu penses que c'est peu ? C'est beaucoup, en soi, c'est un chiffre qui n'est pas si impressionnant, 2400 avocats, mais c'est beaucoup pour la ville. Alors en comparaison, à Paris, c'est environ 30 000 avocats. La moitié des avocats de France sont à Paris. Et Marseille, deuxième ville de France, il n'y a entre guillemets que 2400 avocats, mais c'est quand même beaucoup pour le nombre d'affaires, le nombre de dossiers. D'accord. Alors, droit des entreprises, droit des affaires, ça veut Ouais. dire que tu t'occupes de dirigeants d'entreprise, tu es à leur côté, que ce soit des artisans, de commerçants. Pourquoi c'est plutôt cette cible-là qui te plaît ? Qu'est-ce que tu as voulu apporter ? Comment tu as voulu impacter en fait ces dirigeants ? Alors pourquoi cette cible-là ? Tout simplement lors de mes études, je me suis dirigé naturellement vers le droit des affaires. C'est le droit qui m'attirait le plus, le droit des entreprises, le droit commercial. Et donc ce sont ces personnes-là que je rencontre au quotidien. Donc moi, ma clientèle, elle est composée essentiellement de chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, mais également de professions libérales. Beaucoup de dentistes, de médecins, d'infirmiers qui ont les mêmes problématiques au quotidien, que ce soit de l'association avec des collaborateurs, que ce soit des litiges qu'ils peuvent rencontrer avec un dirigeant ou entre associés, le fait de louer des locaux, que ce soit des locaux professionnels ou des locaux commerciaux, le fait de vendre une activité pour en racheter une autre. Donc voilà à peu près tous les clients que j'accompagne. Et toi, tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice, c'est-à-dire que, on va dire que c'est concret quand tu accompagnes un dirigeant qui vend son local, qui le loue, ou d'autres qui arrivent avec des nouveaux projets de restauration, d'artisanat. Qu'est-ce qui est important pour toi ou comment tu as envie d'influer sur ce pan-là ? Alors, comme tu l'as dit, je suis associé avec Karine Binisti, on est un cabinet, on est 2 avocats, c'est un cabinet à taille humaine. Donc moi, comment j'envisage la profession ? C'est un rapport de proximité avant tout, proximité et réactivité. Donc moi, mes clients, je les reçois, je m'intéresse à ce qu'ils font, je connais leur business, je les accompagne dans leurs projets. Ce n'est pas une vente de fonds de commerce, une personne qui va acheter un restaurant ou qui va vendre son restaurant, ce n'est pas juste un dossier de vente ou d'acquisition. Moi, la personne, je me déplace dans les locaux, je connais le personnel, je connais ses problématiques au quotidien, donc je sais ce qu'il fait.
Pour moi, c'est important d'être proche de ses clients, qu'ils puissent compter sur moi. Je connais leur activité, que je connais leur business, que je connais leurs partenaires, puisque dans ces opérations-là, on est amené à travailler avec des experts comptables, avec des banques. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle. Et c'est pour ça que moi, mes clients, en général, sont satisfaits. Alors j'ai envie de te poser la question suivante. Si je suis dirigeant d'entreprise, si je suis commerçant, artisan et que je ne passe pas forcément par un avocat, à ton avis, qu'est-ce que je risque si je fais les choses seule? On pourrait très bien dire ça aussi d'un particulier qui vend sa maison ou d'autres sujets, mais qu'est-ce que je risque donc du coup en parallèle? Qu'est-ce que j'y gagne à faire appel à toi ou à Karine? C'est toujours le même sujet, c'est que quand tout se passe bien, si on ne passe pas par un avocat, si tout se passe bien, il n'y aura pas de problème. On ne le verra pas qu'il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a un problème qui surgit, là, le fait d'avoir rédigé un contrat seul ou le fait de faire signer un contrat ou autre, si on n'a pas prévu les conséquences, si on n'a pas mis les bonnes clauses, le jour où il y a un problème, on n'est pas protégé. Typiquement, si dans un contrat, tu t'engages avec un fournisseur, que tu ne fais pas attention, qu'il y a une durée longue qui t'engage, que si jamais tu veux résilier ton contrat, il y a un préavis important et que si tu dénonces ton contrat, tu dois payer une indemnité qui est assez importante. Si tu ne l'as pas fait vérifier, valider par un avocat, tu vas peut-être te retrouver en difficulté le jour où ce moment va arriver là. Donc à mon avis, aujourd'hui, l'avocat, on a l'image de l'avocat que pour défendre en cas de conflit, de contentieux. L'avocat, c'est le tribunal, mais l'avocat, c'est aussi le conseil, c'est en amont, c'est la préparation. Donc moi, mon activité, elle est essentiellement 60-70% de conseil et 40-30% de contentieux. Donc il y a une bonne partie de mon activité, c'est j'accompagne mes clients, je vois avec eux en amont avant qu'ils s'engagent, je rédige les contrats, ou s'ils ont un projet de contrat, je le relis et j'attire leur attention sur les risques qu'ils peuvent rencontrer. Alors, je sais que dans le modèle anglo-saxon, le chef d'entreprise, il va naturellement vers l'avocat. Nous, dans notre modèle latin, on va naturellement vers un expert comptable. Et souvent, c'est ce que tu viens de dire, souvent quand le chef d'entreprise arrive, c'est un peu trop tard. On va dire, il attend de l'avocat quelque chose, mais c'est un peu comme si le feu a déjà démarré, il y a déjà le souci. Ça t'est déjà arrivé, du coup, de refuser d'accompagner lorsque la situation était beaucoup trop grave? Ça t'est déjà arrivé, cette situation? Ça m'est déjà arrivé d'avoir évidemment des clients qui viennent me voir uniquement quand il y a un problème, de ne pas avoir été sollicité en amont d'une opération et qu'on vienne me voir quand il y a juste un problème. Ça, c'est fréquent. C'est en même temps, quand il y a des dossiers contentieux, c'est comme ça que ça arrive. Un problème survient, on n'est pas à l'origine, on ne sait pas ce qui se passe et on vient et on traite le dossier. Donc non, je ne vais pas refuser un client quand ce genre de situation arrive, mais je vais faire en sorte de le défendre. Après, chaque dossier ne se ressemble pas. Il peut y avoir des dossiers où, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés ou mal accompagnés, je ne peux pas faire grand-chose, parce que le droit est contre moi et que je ne peux pas faire plus ou aller à l'encontre de la jurisprudence ou de la position des tribunaux. Mais en tout cas, mon rôle, ça va être de les défendre et de faire, de faire le plus possible pour… Lorsque tu perds un procès, qu'est-ce que tu ressens? Alors pourquoi que perdre, C'est plutôt quand je le gagne. Alors parlons quand tu gagnes et ensuite quand tu perds un procès. Alors, un dossier contentieux, pour moi, je le vois comme entre guillemets comme une bataille. On met tout en œuvre pour défendre sa position. On est censé croire en ce qu'on dit, en ce qu'on plaide avec force, avec vigueur. Quand on gagne, c'est un sentiment de bonheur parce qu'on a réussi à convaincre le tribunal, on a réussi à convaincre les juges d'avoir raison. Donc on sait que les arguments qu'on a mis avant ont emporté validation du tribunal, donc il y a une forme de reconnaissance en soi. Et quand on perd, c'est évidemment l'effet inverse. Alors après, il faut évidemment arriver à rester neutre, parce que c'est une triste nouvelle, mais il faut arriver aussi à rebondir en disant peut-être que le tribunal s'est trompé sur certains points, ce qui arrive également. On a la possibilité de faire appel, donc de faire juger l'affaire une deuxième fois devant la cour d'appel. Donc tout n'est pas fini en cas de défaite. C'est évidemment une petite blessure à l'ego, parce que quand on perd, il y a l'orgueil qui est piqué à vif, mais on a quand même l'occasion de rebondir. Ça peut arriver de perdre parce qu'on a un dossier, on sait qu'il est entre guillemets perdu d'avance et on peut malheureusement rien y faire. On peut perdre un dossier parce que
certains points de droit sont techniques et il y a une divergence de point de vue selon les tribunaux, donc on peut perdre à Marseille, on aurait pu gagner à Paris par exemple, ou l'inverse. Donc là on sait que si on fait appel, on peut espérer avoir le jugement qui va être, enfin la cour d'appel qui va se repositionner et nous donner peut-être raison, alors que le tribunal nous avait donné tort. Donc là-dessus, rien n'est perdu. Il y a certains dossiers où il y a vraiment, tous les dossiers, il y a des enjeux. Et tu te sens pas forcément bien pendant quelques jours, ou bien tu rebondis parce que il faut avancer dans les dossiers? Non, il faut arriver à prendre du recul. L'avocat est là pour ça, avoir une sorte de mesure, une sorte de tempérance. C'est une blessure à l'ego de perdre. Après, il faut aussi analyser le jugement, voir pourquoi on a perdu. Il peut y avoir aussi une incompréhension. On peut aussi être contre les arguments mis en avant par le tribunal, le dire au client, dire que si on fait appel, il y a des chances qu'on obtienne raison plutôt que d'avoir tort une deuxième fois. Donc il faut quand même arriver à garder la tête froide et pas s'emporter par une sorte de tristesse. Enfin moi, c'est pas mon cas et je ne vais pas ressasser pendant des semaines à broyer du noir. Et côté client, comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu en fait des clients qui ont été vraiment mécontents et qui te l'ont renvoyé, ou est-ce que globalement le client comprend que oui, il y avait une chance sur deux entre guillemets de gagner le procès? Est-ce que tu as déjà été face à des clients un peu virulents? Pas tant que ça. Honnêtement, à mon avis, quand on accompagne bien son client, qu'on le prépare en amont, c'est notre rôle de conseil de déjà dire que c'est pas sûr à 100% de gagner. Bien sûr. Parce que quand il y a toujours l'aléa judiciaire, on peut avoir des dossiers où on sait qu'on a plus de chances de gagner parce qu'on a le droit avec nous, parce qu'on a trouvé plein de jurisprudences qui vont dans notre sens. Quand le dossier est compliqué et qu'il y a une chance sur deux, le client est évidemment informé. Donc je ne me suis pas retrouvé dans le cas où un client était contre moi en cas de défaite parce qu'il savait à l'avance que c'était un dossier qui était compliqué, je ne lui avais pas vendu du rêve en lui disant on va gagner à 100%. Donc non, il n'y a pas de désillusion. Et à contrario, qu'est-ce que tu ressens quand tu as accompagné ton client dans l'acquisition d'un local, dans un nouveau projet, parce que tu me disais que c'était de la proximité. Donc quelque part, lorsque tu te balades dans les rues de Marseille, en tout cas le cabinet est proche du centre-ville, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un projet qui est abouti? Moi, ce qui me plaît avec ces opérations sur la partie conseil et ces opérations de vente de fonds de commerce ou baux commerciaux ou autres, c'est qu'on participe au tissu économique de la ville. Souvent, ça arrive quand on se balade, on voit une enseigne qui a changé, on se dit ah, tiens, il y avait ça avant. Là, je sais que mon client a soit vendu, était là, je sais qui est là dans les places à nouveau, je sais qu'il va y avoir un nouveau business, j'ai accompagné cette personne pour développer cette nouvelle activité. Donc c'est intéressant de voir que la ville se transforme avec de nouveaux commerces, que ce soit des concept stores, que ce soit des nouveaux restaurants, des choses un peu tendance et autres, et d'accompagner des entrepreneurs, que ce soit des jeunes qui ont un peu le profil start-up ou d'autres gens qui ont plus d'expérience mais qui veulent ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième restaurant pour avoir un peu l'effet de groupe. C'est assez gratifiant de se dire on les a accompagnés, on est au quotidien. C'est un bout de vie sur lequel on était présent pour eux. Après, l'affaire ne s'arrête pas là parce qu'une fois que le dossier, enfin la vente de fonds ou l'acquisition, elle est terminée, après le client il a aussi d'autres dossiers. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure et donc on est toujours à ses côtés. Et avec qui tu discutes de tes sujets, de tes dossiers? Est-ce que vous vous retrouvez entre confrères et consoeurs, ou des problématiques, des manières de traiter des dossiers? Vous avez des temps pour vous retrouver? Oui, bien sûr. Alors déjà au cabinet, je suis associé avec Karine Binissi, mais il y a d'autres avocats qui partagent les locaux, donc on a l'occasion d'échanger sur des problématiques, puisqu'on fait à peu près tous le même domaine d'activité, donc on a l'occasion d'échanger sur nos pratiques, sur quand on rencontre une difficulté sur un dossier, ou d'autres confrères qui ne sont pas dans nos locaux mais qu'on connaît. Donc oui, l'avocat, être avocat, c'est surtout, à mon avis, un métier de formation et d'entraide. Donc quand on bute sur quelque chose, qu'on sait qu'un confrère l'a déjà rencontré ou est susceptible d'avoir rencontré cette problématique, on n'hésite pas à lui passer un coup de fil. Une des valeurs de l'avocat, c'est la confraternité. Donc on sait qu'on peut compter sur ses confrères si on rencontre une interrogation dans un dossier. Et aujourd'hui, le métier du droit évolue. Il évolue aussi par rapport aux nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Il existe un certain nombre d'outils qui permettent d'aider, qui permettent de développer certains sujets. Comment toi, tu l'appréhendes? Est-ce que tu utilises des outils IA? Et comment tu vois ton métier au regard de ces évolutions? Alors pour moi, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on ne pourra pas s'en passer. C'est comme Internet. On est au début.
mais ça va devenir dans quelques années, si ce n'est pas encore déjà le cas, un indispensable. Donc on sera obligé de travailler avec. On ne pourra pas s'en passer, on est obligé de travailler avec ça. Aujourd'hui, les outils qu'on a à nos dispositions, ils sont de deux types. C'est l'intelligence artificielle open source, comme ChatGPT, Perplexity ou autres, donc accessibles à tous, qui ne sont pas aujourd'hui nourris par des données juridiques, parce que les données juridiques des éditeurs sont protégés. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle sur ces outils-là sert plutôt au support rédactionnel ou quand on a une petite question. Et on va voir aussi l'intelligence artificielle que les éditeurs juridiques commencent à mettre en œuvre donc avec des logiciels privés. Donc je pense qu'à terme, il va y avoir une vraie intelligence artificielle nourrie avec toutes les données juridiques, toutes les jurisprudences, tous les textes de loi. C'est un risque ça pour ton métier qui peut disparaître? Alors moi je ne le vois pas comme un risque, je le vois comme une source de facilitation. C'est comme Internet aujourd'hui. Avant, les recherches, on allait à la bibliothèque, on lisait des énormes recueils de droits, on tournait les pages, les codes. Aujourd'hui, on va sur Internet, on a accès à tout. Et avec l'intelligence artificielle, ce sera pareil, seulement que ça ira beaucoup plus rapidement et on aura un produit rendu plus qualitatif. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Là où il peut y avoir un risque, à mon avis, c'est surtout sur la formation des jeunes avocats, parce que l'avocat, comme je te le disais, c'est un métier de formation, tu te formes en continu. Et les jeunes avocats, quand tu es stagiaire ou avocat junior, les principales missions que tu vas faire, ça va être des recherches juridiques, de la participation à de la rédaction de contrats, de mémorandums, de consultations ou autres. Si ces tâches-là sont remplacées et sont confiées uniquement à l'intelligence artificielle, le junior ou le stagiaire va peut-être avoir moins de matière pour se former. Et donc il va y avoir un vrai enjeu sur comment on va former les futurs avocats, quelles tâches on va leur confier pour qu'ils puissent, eux, prendre de l'expérience et devenir opérationnels. Pour moi, le risque, il peut être là. Quand tu es avocat déjà en place, à mon avis, c'est une aide, c'est un support, ça ne va pas forcément remplacer. Peut-être que certains clients vont avoir le réflexe de dire « Allez, je vais faire mon contrat tout seul, je ne passe plus par l'avocat, je fais les statuts de la société ». Bon, mais là, le risque sera le même que s'ils le faisaient déjà eux-mêmes sans prendre l'avis d'un conseil, que ce soit un avocat ou autre. Ils seront confrontés au même risque de validité de leur contrat ou quand il y aura un litige avec leur contractant, ils seront embêtés. Mais moi, je vois l'intelligence artificielle comme une aubaine de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, plus rapidement, être sécurisé aussi sur certaines recherches, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais je pense que ça va être un outil fondamental et indispensable. En parallèle de ton activité qui te passionne, j'imagine que tu dois avoir des passions, une activité qui t'anime. Alors, quand je travaille pas, évidemment, j'essaie de faire un peu de sport. Ça, je prends le temps pour faire du sport 2-3 fois par semaine, que ce soit courir, aller un peu à la salle pour s'entretenir. Après, ouais, j'ai des loisirs. J'aime lire, j'aime me balader, voyager. Je peins aussi quand j'ai un peu le temps. Là, j'ai un peu moins le temps, mais j'aime bien peindre. Donc, c'est une certaine liberté d'expression. Ça permet de se libérer, d'exprimer de manière non contrôlée son ressenti, lâcher prise. Donc, c'est ce que j'aime avec la peinture, mais j'ai en ce moment pas trop le temps de m'y consacrer, donc il faut que je reprenne un peu. Et si dans 5 ans, tu te vois, où tu te vois, comment tu te vois? L'ambition du cabinet, sur 5 ans, on parlait de l'ambition en tout début. Moi, j'ai pour ambition que la clientèle augmente, d'avoir plus de clients qui nous font confiance, d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente, avoir des collaborateurs, avoir 1 ou 2 collaborateurs. On est un cabinet à taille humaine, donc le rester. Moi, en tout cas, je n'ai pas pour ambition d'être un cabinet à 40 associés et 100 collaborateurs. Rester sur un cabinet à taille humaine, développer le cabinet, les clients, ça voudrait dire que les clients nous font de plus en plus confiance, qu'il y en a plus, qu'on a plus de dossiers à traiter. Donc c'est comme ça que je vois le cabinet dans 5 ans et en tout cas, c'est comme ça que j'aimerais que les choses se passent. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Pierre-Henri, merci pour cet échange. C'était fort intéressant et à bientôt. Merci Lydia. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.